Les archives des plantations du nord-est de l'Alabama révèlent une entrée datée de mars 1856 qui défie toute explication. 12 hommes, armés, entraînés et légalement autorisés, n'ont pas réussi à maîtriser un seul individu. Le rapport d'incident, enfoui dans les archives du comté pendant plus d'un siècle, décrit des blessures qui n'auraient pas dû être survivables. Une démonstration de résistance que les experts médicaux de l'époque ont jugée physiologiquement impossible, et des conséquences si troublantes que 3 contremaîtres démissionnèrent en l'espace de quelques jours. 2 d'entre eux ne parlèrent plus jamais de ce dont ils avaient été témoins. Le propriétaire de la plantation ordonna que toute la documentation soit scellée, versant des sommes importantes aux familles afin d'acheter leur silence. Ce qui s'est réellement produit ce matin-là, sur le domaine Harrington, n'était pas surnaturel. C'était quelque chose de bien plus terrifiant. Une vérité sur les capacités humaines qui menaçait les fondements même de la société sudiste. Avant de poursuivre l'histoire de Jacob Terrell et du deuil qui changea à jamais la plantation Harrington, rappelons que l'incident ne surgit pas de nulle part. Pour comprendre ce qui s'est produit, il faut d'abord comprendre l'homme, le lieu et le système soigneusement construit qu'il avait à la fois créé et craint. La plantation Harrington s'étendait sur près de 3000 acres de terre basse de l'Alabama, là où la rivière Tallapoosa serpentait à travers des collines d'argile rouge, couvertes de chênes et de pins. Fondée en 1821 par le colonel Marcus Harrington, vétéran de la guerre Creek, la propriété était devenue l'une des exploitations cotonnières les plus rentables du comté de Madison. En 1856, elle comptait 240 personnes réduites en esclavage, produisait environ 1500 balles de coton par an et employait 17 contremaîtres blancs, un nombre inhabituellement élevé que les habitants attribuaient au style de gestion méticuleux du colonel Harrington. La demeure principale se dressait sur une hauteur dominant les champs, un manoir de style néo-grec de 16 pièces, entouré de galeries sur 3 côtés. Mais le véritable cœur de l'exploitation se trouvait ailleurs, dans les quartiers des esclaves. 2 longues rangées de cabanes, les greneuses à coton, le moulin, le fumoir et l'infrastructure disciplinaire qui maintenait l'ensemble du système en fonctionnement. Le colonel Harrington gérait sa plantation avec une précision mathématique, consignant soigneusement chaque boisseau récolté, chaque heure travaillée, chaque punition infligée. Jacob Terrell arriva à la plantation Harrington à l'automne 1852. Il avait été acheté lors d'une vente aux enchères à Richmond pour la somme considérable de $2000, presque le triple du prix moyen. Les documents de la maison de vente, encore conservés dans les archives historiques de Virginie, le décrivent comme âgé d'environ 28 ans, mesurant près de 2 mètres, pesant environ 118 kilos, doté d'une constitution physique remarquable, ayant travaillé auparavant dans une fonderie de fer et dans l'exploitation forestière sans antécédent de résistance ou de comportement problématique. Ce que les documents ne mentionnaient pas, c'est que Jacob avait passé toute sa vie dans le travail industriel plutôt que dans l'agriculture. Né sur une plantation sidérurgique de la vallée de Shenandoah, il avait travaillé aux fourneaux et aux forges dès l'âge de 12 ans, développant non pas l'endurance longiligne des travailleurs des champs, mais la force dense et compacte propre aux ouvriers industriels. Son ancien propriétaire, un maître de forge nommé Hiram Liel, l'avait vendu non pas pour des raisons disciplinaires, mais économiques. La panique de 1851 avait ravagé l'industrie du fer en Virginie, forçant de nombreuses exploitations à liquider leurs actifs. Le colonel Harrington acheta Jacob spécifiquement pour les tâches physiques les plus exigeantes de la plantation: défricher de nouvelles terres, actionner la presse à coton, manipuler les équipements les plus lourds. Pendant près de 4 ans, Jacob accomplit ces tâches sans incident. Il parlait peu, travaillait efficacement et n'attirait aucune attention particulière de la part des contremaîtres ou des autres esclaves. Mais quelque chose changea durant l'hiver 1855. Martha Clemens, la cuisinière en chef de la plantation et l'une des rares personnes réduites en esclavage autorisées à s'approcher de la maison principale, raconta plus tard à sa petite-fille, qui conserva ce témoignage lors d'un entretien du programme Works Progress Administration en 1937, que Jacob avait reçu des nouvelles cet automne-là. Une lettre lui était parvenue d'une manière ou d'une autre, alors même que la correspondance leur était strictement interdite. Le contenu de la lettre ne fut jamais confirmé, mais Martha se souvenait avoir vu Jacob, un soir d'octobre, immobile derrière la cuisine, un morceau de papier à la main, le visage transformé par une expression qu'elle décrivit
comme celle d'un homme réalisant qu'il est déjà mort. À partir de ce moment, de subtils changements apparurent dans son comportement. Il continuait à travailler avec la même efficacité, mais les contremaîtres signalèrent une qualité troublante dans son obéissance, une précision mécanique qui donnait l'impression d'un compte à rebours plutôt que d'une coopération. Thomas Gibbard, le contremaître principal, nota dans son journal quotidien que Jacob avait commencé à poser des questions inhabituelles sur les limites de propriété, la profondeur de la rivière et les distances jusqu'aux comtés voisins. Rien de manifestement suspect, mais suffisamment pour éveiller la vigilance. Les autres esclaves commencèrent eux aussi à se comporter différemment avec Jacob. Certains l'évitaient totalement. D'autres recherchèrent sa présence lors des rassemblements du soir, comme si sa proximité leur apportait une forme de réassurance indéfinissable. Le vieux Samuel, qui vivait à Harrington depuis plus longtemps que quiconque, dit à Martha que Jacob lui rappelait quelque chose qu'il avait vu autrefois pendant une tempête. Ce silence étrange, juste avant que le ciel ne devienne vert et que la tornade n'arrive. Le colonel Harrington, malgré sa réputation d'homme attentif, sembla ne pas remarquer ces changements subtils. Son attention, cet hiver-là, était principalement tournée vers le mariage imminent de sa fille aînée, Caroline, avec un marchand de Charleston, une alliance qui devait considérablement élargir ses relations commerciales. La cérémonie était prévue pour la fin du mois de mars 1856, avec des invités attendus de tout le Sud. La plantation devait présenter son visage le plus impressionnant. En février, le colonel ordonna l'agrandissement de l'exploitation de la presse à coton, nécessitant le défrichage de nouvelles terres et l'installation de nouveaux équipements. Jacob fut chargé de diriger ce projet, travaillant aux côtés de 8 autres hommes sous la supervision directe de 3 contremaîtres. Gibbard, un homme du Kentucky nommé Eli Strauss, et une recrue récente venue de Géorgie, William Pritchard. Les travaux progressèrent régulièrement tout au long de février et au début du mois de mars. Mais le 14 mars, exactement une semaine avant le mariage de Caroline, tout bascula. Le matin du 14 mars 1856 commença sans rien de particulier. L'aube arriva enveloppée d'un épais brouillard venant de la rivière Tallapoosa, transformant la plantation en un paysage de formes grises et de sons étouffés. La température avoisinait les 4 degrés, suffisamment froide pour que la respiration soit visible, mais pas assez pour retarder le travail. La cloche de la plantation sonna à 5h30, comme chaque matin, appelant chacun à son poste. Jacob se rendit à la zone de la presse à coton comme prévu, rejoignant l'équipe chargée de préparer le bois pour les fondations de la nouvelle presse. Thomas Gibbard était présent, ainsi qu'Eli Strauss et William Pritchard. Les 3 contremaîtres portaient leur équipement habituel, lanières de cuir enroulées, matraques en bois et le pistolet de Gibbard, bien en évidence à sa ceinture. Selon plusieurs témoignages recueillis par la suite, les problèmes commencèrent vers 7h15, bien que les récits divergent quant à l'élément déclencheur précis. Le rapport officiel de Gibbard affirme que Jacob refusa un ordre direct de déplacer une poutre, faisant preuve d'une insubordination ouverte. La déclaration écrite d'Eli Strauss prétend que Jacob parla de manière irrespectueuse après avoir été corrigé pour la lenteur de son travail. Mais Martha Clemens, qui puisait de l'eau au puits voisin, entendit autre chose. Elle raconta plus tard à sa petite-fille qu'elle avait entendu Gibbard annoncer qu'une lettre avait été interceptée, que son expéditeur avait été traité conformément à la loi et que Jacob devait comprendre les conséquences d'une correspondance non autorisée. Quel que fût le véritable déclencheur, ce qui se produisit ensuite fut vu par au moins une douzaine de personnes et consigné dans des rapports d'incidents si troublants que le colonel Harrington refusa d'abord de les transmettre aux autorités du comté. Gibbard s'approcha de Jacob avec la lanière de cuir, procédure standard même pour des infractions mineures. Jacob, qui n'avait jamais résisté auparavant à une quelconque punition, ne bougea pas. Gibbard lui ordonna de se préparer. Jacob resta immobile, les yeux fixés sur un point lointain, en direction de la rivière, bien que, de cet endroit, la rivière fût invisible à travers le brouillard. Gibbard le frappa sur les épaules. Jacob ne broncha pas. Eli Strauss tenta d'intervenir, saisissant le bras de Jacob pour le forcer à obéir. Ce qui se produisit alors déconcerta tous les témoins. Strauss déclara plus tard que saisir le bras de Jacob donnait l'impression d'empoigner une poutre de chêne. Jacob ne se débattait pas, ne se dégageait pas. Il restait simplement immobile, tandis que Strauss tentait de le déplacer comme si les lois ordinaires du levier humain avaient cessé de s'appliquer.
William Pritchard se joignit à l'effort. 3 contremaîtres, tous des hommes plus grands et plus forts que la moyenne, habitués aux confrontations physiques, tentèrent de déplacer une seule personne qui n'opposait aucune résistance active, se contentant de rester debout, et échouait totalement. Gibbard, son autorité mise en cause devant toute l'équipe de travail, tira un coup de pistolet en l'air et cria pour appeler des renforts. Le coup de feu attira 4 autres contremaîtres depuis des zones voisines. Le brouillard commençait à se dissiper, révélant la scène à un public de plus en plus large d'esclaves qui avaient cessé de travailler pour regarder. 7 contremaîtres encerclaient désormais Jacob. Gibbard donna un ordre clair, le maîtriser et appliquer la punition pour insubordination. Les hommes se jetèrent sur lui simultanément. Ce qui se produisit au cours des minutes suivantes fut décrit de manière remarquablement cohérente par de nombreux témoins, bien qu'aucun ne puisse expliquer les mécanismes de ce qu'il observait. Les contremaîtres tentèrent de forcer Jacob au sol, en utilisant les techniques habituelles. Levier, manipulation des articulations, force écrasante. Jacob ne se battait pas au sens conventionnel. Il ne donnait ni coup de poing, ni coup de pied. Il ne saisissait, ni ne poussait personne. Il refusait simplement de tomber. Des témoins dirent que c'était comme regarder des hommes tenter d'abattre un arbre qui avait décidé de ne pas tomber. Toutes les techniques qui auraient dû fonctionner, et qui avaient toujours fonctionné, ne produisirent aucun résultat. Les genoux de Jacob ne fléchirent pas. Son équilibre ne céda pas. Ses bras, lorsqu'on les saisissait, ne pouvaient être manipulés pour le contraindre à des prises de soumission. Le brouillard s'était désormais complètement dissipé. La scène se déroulait en plein jour, devant des dizaines de témoins. Gibbard, désespéré, envoya un messager chercher tous les contremaîtres disponibles sur la plantation. En moins de 10 minutes, 12 hommes s'étaient rassemblés, la plus grande concentration de figures d'autorité que la plupart des esclaves de Harrington aient jamais vue au même endroit. 12 contremaîtres armés, face à un seul homme désarmé, qui n'avait encore porté aucun coup, ni effectué le moindre geste agressif. Le colonel Harrington, lui-même, avait été appelé et s'approchait depuis la maison principale, le visage assombri par la colère devant cette perturbation survenant si près du mariage de sa fille. Les 12 contremaîtres coordonnèrent leur attaque. Il ne s'agissait plus d'un simple châtiment. C'était devenu une démonstration de pouvoir, une réaffirmation de l'ordre fondamental qui régissait la société des plantations. Si un seul homme pouvait résister à 12, c'est tout le système qui se retrouvait confronté à une question existentielle. Ils se jetèrent sur Jacob simultanément, de tous côtés. Les sons qui suivirent, un détail présent dans chaque témoignage écrit, étaient profondément dérangeants. Ce n'étaient pas des bruits de combat, mais d'impact, os contre os, corps heurtant le sol avec une force percussive, des grognements de douleur et de stupeur. Mais ces sons provenaient des contremaîtres, pas de Jacob. Lorsque le colonel Harrington arriva sur les lieux, 4 contremaîtres gisaient au sol, blessés. Thomas Gibbard avait l'épaule déboîtée. La mâchoire d'Ellie Strauss était fracturée. William Pritchard était inconscient, blessé à la tête. Un 4e homme souffrait de côtes cassées. Les 8 contremaîtres restants avaient reculé, formant un cercle autour de Jacob, qui se tenait au centre de l'espace dégagé, respirant lourdement, mais ne montrant aucun autre signe de la confrontation. Le détail crucial, présent dans chaque récit, était le suivant. Jacob n'avait porté aucun coup. Les blessures résultaient de la force même des contremaîtres, redirigées contre eux, de collisions entre eux, de tentatives de mise au sol ratées qui les avaient envoyés violemment au sol. Plusieurs témoins décrivirent la scène comme le spectacle d'hommes se blessant eux-mêmes contre un mur capable de penser. Le colonel Harrington sortit alors son propre pistolet. La clairière devint silencieuse pendant un long moment. Les témoins l'estimèrent à environ 30 secondes, bien que la peur altère la perception du temps. Jacob et le colonel se fixèrent du regard. Dans cette pause prolongée, quelque chose de non dit, mais clairement compris, passa entre eux. Le doigt du colonel resta sur la détente. Jacob demeura immobile, son expression illisible. Puis Jacob parla. Sa voix porta à travers la clairière silencieuse avec une clarté parfaite. Les témoins s'accordèrent sur ses paroles, mais divergèrent sur son ton. Certains dirent qu'il était plat et vide, d'autres qu'il exprimait une profonde tristesse. Quelques-uns affirmèrent même qu'il contenait quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Je ne suis plus ici, » dit Jacob. « Vous me regardez peut-être, mais je ne suis plus là. Je suis parti depuis que cette lettre est arrivée. » Il se détourna alors, sans hâte, mais avec un calme délibéré,
et marcha en direction de la lisière des arbres. Le colonel cria au contremaître de l'arrêter. Aucun ne bougea. Jacob disparut dans les bois bordant la limite nord-est de la plantation. Le brouillard s'était entièrement levé. Le matin était lumineux et clair, et Jacob Terrell, que 12 hommes armés n'avaient pas réussi à maîtriser, avait disparu. Les conséquences immédiates du départ de Jacob provoquèrent une confusion proche de l'hystérie. Le colonel Harrington ordonna le confinement immédiat de toute la plantation. Personne n'était autorisé à quitter sa zone assignée. Les 12 contremaîtres, malgré leurs blessures, furent envoyés par paire pour fouiller les bois et les propriétés environnantes. Des cavaliers furent dépêchés vers les plantations voisines avec des descriptions et des avertissements. Le shérif du comté de Madison fut averti et en quelques heures, une poursuite officielle fut organisée impliquant 23 hommes et des chiens empruntés à une plantation située à 15 miles au sud. Mais Jacob Terrell avait disparu avec une minutie qui semblait impossible au regard des moyens déployés pour le retrouver. Les chiens de chasse retrouvèrent facilement son odeur près de la presse à coton, la suivirent dans les bois sur environ un demi-mile, puis la perdirent brusquement au bord d'un ruisseau. Cela n'avait rien d'inhabituel. L'eau perturbe les pistes olfactives. Ce qui troubla les pisteurs, c'est qu'ils ne purent retrouver la trace sur aucune des deux rives, ni en amont, ni en aval, malgré 3 miles de recherche dans chaque direction. C'était comme si Jacob était entré dans l'eau et avait cessé d'exister. Les recherches se poursuivirent pendant 11 jours. Les patrouilles inspectèrent chaque cache connue, chaque grotte, chaque structure abandonnée dans un rayon de 20 miles. Ils interrogèrent les esclaves des plantations voisines, offrant des récompenses pour toute information. Ils surveillèrent les routes, les passages fluviaux et les itinéraires connus menant vers les États libres. Ils ne trouvèrent rien. Durant ces 11 jours, l'atmosphère de la plantation Harrington se transforma. La communauté asservie, qui avait été témoin de la confrontation, garda un silence absolu lorsqu'elle fut interrogée par les autorités. Mais entre eux, selon des récits recueillis des décennies plus tard, ils ne parlaient que de Jacob. Certains espérèrent qu'il avait trouvé la liberté. D'autres craignaient de terribles représailles lorsqu'il serait inévitablement capturé. Quelques-uns colportèrent la rumeur que Jacob n'avait jamais eu l'intention de fuir, qu'il s'était enfoncé dans ces bois pour mourir selon ses propres termes, après avoir finalement cédé sous un poids psychologique insupportable. Le mariage eut lieu le 21 mars comme prévu, bien que l'attitude du colonel Harrington pendant les festivités parut distraite et tendue aux invités. 3 des contremaîtres blessés ne purent y assister. La célébration semblait forcée, se souvinrent plus tard des domestiques, comme si chacun faisait semblant d'ignorer la question suspendue au-dessus de la plantation. Comment un seul homme avait-il pu résister à 12? Et qu'est-ce que cela signifiait qu'il y soit parvenu? Thomas Gibbard, l'épaule encore bandée après sa luxation, remit sa démission le 23 mars. Dans sa lettre au colonel Harrington, conservée dans les archives de la plantation, il écrivit « Je ne peux plus, en toute conscience, maintenir la discipline sur cette propriété. Ce dont j'ai été témoin le 14 mars m'a conduit à conclure que les fondements de notre système comportent des failles que je n'avais pas reconnues auparavant. Je sollicite respectueusement ma libération immédiate de mes fonctions. » Eli Strauss démissionna 2 jours plus tard. Sa lettre était plus courte. « Je ne peux expliquer ce qui s'est passé. Je n'essaierai pas. Je retourne au Kentucky. » William Pritchard, qui était inconscient durant les moments critiques, resta sur la plantation, mais commença à boire excessivement. D'autres esclaves rapportèrent à l'avoir vu seul, à des heures inhabituelles, près de la presse à coton, fixant les bois où Jacob avait disparu, le regard hanté. Le colonel Harrington refusa d'abord de discuter de l'incident. Lorsqu'il fut contraint de fournir des informations aux autorités du comté, il soumit un rapport minimal décrivant Jacob comme un esclave en fuite ayant manifesté une résistance inhabituelle à une contrainte légale. Il ne mentionna ni les 12 contremaîtres, ni les blessures, ni les circonstances précises de la confrontation. Le rapport indiquait la description physique de Jacob, sa valeur estimée, et offrait une récompense standard de $50 pour sa capture et son retour. En privé, cependant, le colonel entama sa propre enquête. Il interrogea tous ceux qui avaient reconnu Jacob, cherchant à comprendre ce qu'il avait manqué. Il passa en revue les registres d'achat, les journaux de travail, toute documentation susceptible d'expliquer ce qui avait transformé un travailleur supposément docile en un homme capable de la résistance du 14 mars. Ses recherches le conduisirent à la lettre, la correspondance mentionnée par Martha Clemens
et à laquelle Gibbard aurait fait allusion lors de la confrontation. Le colonel découvrit que le courrier de la plantation, systématiquement inspecté, avait effectivement intercepté une lettre adressée à Jacob en février. Elle avait été confisquée et détruite avant que Jacob ne puisse la recevoir, conformément à la procédure habituelle pour toute correspondance non autorisée. Mais l'examen des registres du courrier révéla quelque chose de troublant. La lettre n'avait pas été détruite immédiatement. L'un des contremaîtres, un certain Henry Wallace, qui avait démissionné en janvier pour des raisons non précisées, l'avait conservée pendant plusieurs jours, avant de la remettre. Durant ce laps de temps, Wallace l'avait apparemment montré à au moins 3 autres contremaîtres, et l'un d'eux en avait probablement parlé à Jacob, peut-être comme une forme de contrôle psychologique, peut-être par simple cruauté. Le colonel retrouva Henry Wallace au début du mois d'avril et l'interrogea sur le contenu de la lettre. Wallace, désormais superviseur dans une filature textile à Huntsville, se montra réticent à en parler. Pressé, il finit par admettre que la lettre venait de Virginie, écrite par une femme se présentant comme l'épouse de Jacob. La lettre, se souvenait Wallace, était brève et dévastatrice. L'épouse de Jacob avait été vendue vers le sud après la mort de son propriétaire. Elle écrivait depuis une plantation de Géorgie, ayant d'une manière ou d'une autre appris à Jacob où elle se trouvait. La lettre contenait une supplique demandant à Jacob de ne pas tenter de la sauver, la reconnaissance qu'il ne se reverrait jamais, et un dernier message. Elle était enceinte de leur enfant, conçu lors de la dernière visite de Jacob en Virginie, avant sa propre vente vers le sud. Wallace raconta au colonel que les dernières lignes de la lettre l'avaient remarqué. « Ne les laisse pas te prendre morceau par morceau. Quoi qu'ils fassent au corps, cela n'a pas d'importance si tu restes entier à l'intérieur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi que nous sommes réels. » Le colonel demanda à Wallace pourquoi il avait démissionné. Sa réponse, consignée dans le journal privé du colonel, fut troublante. Après avoir lu cette lettre, je ne pouvais plus les regarder de la même façon. Je n'arrêtais pas de penser à ce que cela signifie de posséder un homme qui aime quelqu'un. Ça m'empêchait de dormir. Fort de ces informations, le colonel Harrington réévalua l'incident du 14 mars. La résistance de Jacob n'avait pas été un acte de défi impulsif, ni une soudaine folie. C'était un choix délibéré, fait par un homme qui avait perdu tout ce qui rendait l'obéissance supportable. La déclaration « Je ne suis plus ici » prit alors un sens nouveau. Jacob s'était psychologiquement détaché des circonstances de son asservissement, rendant toute coercition physique inutile, car il ne valorisait plus sa propre préservation corporelle. Cette prise de conscience troubla le colonel plus encore que l'évasion elle-même. Le système qu'il avait entretenu avec tant de soin reposait sur le fait que les personnes réduites en esclavage aient quelque chose à perdre. Un minimum de confort, des relations, l'espoir de conditions meilleures. Un homme qui avait abandonné tout espoir, qui avait décidé que son corps ne méritait plus d'attention, ne pouvait plus être contrôlé par des moyens conventionnels. Le 12 avril, près d'un mois après l'incident, un ouvrier de la plantation découvrit quelque chose près de la limite nord-est de la propriété, dans la même zone générale où Jacob était entré dans les bois. Il s'agissait d'un petit paquet de tissu, soigneusement enveloppé et coincé dans le creux d'un chêne, à une trentaine de mètres de l'endroit où les chiens avaient perdu la trace de Jacob. À l'intérieur se trouvaient 3 objets, une petite sculpture en bois représentant 2 figures se tenant la main, simple mais réalisée avec soin, un morceau de papier portant une adresse en Géorgie, écrite avec application, et une pièce de métal qui semblait être une plaque d'identification provenant d'une fonderie de fer, du type porté par les ouvriers industriels pour signaler leurs compétences spécialisées. Mais ce qui troubla le plus ceux qui examinèrent le paquet fut la note qui l'accompagnait, écrite sur un fragment déchiré de ce qui semblait être la lettre interceptée. L'écriture était grossière mais lisible. « Je ne fuis pas. Je marche lentement et régulièrement. Je vais en Géorgie. Ça me prendra sans doute 4 mois si je fais attention. Si j'y arrive, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Si je n'y arrive pas, au moins je serai mort en essayant de revenir à ce qui compte. Ce matin-là, à la presse, je ne me battais contre personne. Je vous montrais seulement que je ne suis plus une chose que vous pouvez déplacer. Je suis un homme qui décide où il va. Vous pouvez tuer un homme comme ça, mais vous ne pouvez pas le faire travailler. Colonel Harrington, si vous lisez ceci, je veux que vous sachiez que je n'ai aucune haine contre vous. Vous avez construit votre vie sur un mensonge qu'on vous a dit être vrai, et j'ai de la peine pour vous de devoir vivre avec ça. La vraie malédiction n'est pas sur nous. Elle est sur vous. C'est vous qui devez vous réveiller chaque jour
en sachant que ce que vous faites n'est pas juste, et le faire quand même. Ça ronge un homme plus qu'aucun fouet. La note n'était pas signée, mais elle était incontestablement de la main de Jacob, comme le montrait la comparaison avec les rares documents où il avait apposé sa marque. Le colonel Harrington ordonna que la note soit détruite et le paquet brûlé, mais le contenu se répandit malgré tout, transmis de chuchotement en chuchotement au sein de la communauté asservie, puis atteignant certains contremaîtres. Le message de la note, que Jacob ne s'était pas battu, mais avait démontré qu'il n'était plus disponible à la contrainte, replaça toute la confrontation dans une perspective qui mit profondément mal à l'aise plusieurs contremaîtres. Lorsque le printemps laissa place à l'été, le colonel prit une décision. Il mit discrètement fin à toute recherche active de Jacob. Officiellement, après plus de 2 mois, les chances de récupération étaient jugées négligeables et les dépenses supplémentaires injustifiées. Mais en privé, il confia à son beau-frère qu'il espérait que Jacob soit mort dans les bois ou tué en tentant d'atteindre la Géorgie. Car l'alternative, que Jacob ait réussi un trajet de 350 miles à travers un territoire hostile, soulevait des questions auxquelles il ne voulait pas répondre. Cette alternative signifiait que la détermination et la réflexion stratégique pouvaient vaincre des systèmes conçus précisément pour empêcher cela. Cela signifiait que l'obéissance était un choix, et qu'un choix pouvait être retiré. Cela signifiait que tout l'appareil de contrôle était bien plus fragile que ce que l'on voulait admettre. L'été céda la place à l'automne, sans aucune nouvelle de Jacob Terrell. La plantation Harrington reprit ses routines, bien que des changements subtils subsistassent. Le colonel engagea 2 contremaîtres supplémentaires, portant le total à 19, mais tous 2 démissionnèrent en quelques mois, trouvant l'atmosphère de la plantation troublante, sans pouvoir expliquer pourquoi. Plusieurs personnes asservies ayant assisté à la confrontation de mars acquirent la réputation d'être discrètement peu coopératives, pas ouvertement résistantes, mais travaillant avec une efficacité qui ressemblait davantage à un minimum calculé qu'à une véritable soumission. La consommation d'alcool de William Pritchard s'aggrava au point que le colonel dut le renvoyer en novembre. Avant de partir, Pritchard confia quelque chose à Martha Clemens, une remarque qu'elle se rappellerait pendant des décennies. « Je continue de rêver de ce matin-là. Pas de Jacob qui s'en va, mais du moment juste avant que nous soyons 12 à nous jeter sur lui. La façon dont il nous regardait, comme s'il était déjà ailleurs, et que c'était nous qui n'étions plus réels. » Puis, en janvier 1857, 9 mois après la disparition de Jacob, une lettre arriva à la plantation Harrington. Elle portait un cachet de Géorgie et était adressée au propriétaire du domaine Harrington, comté de Madison, Alabama. La lettre resta non ouverte sur le bureau du colonel pendant 3 jours. Il reconnut immédiatement l'écriture. Elle correspondait à celle de la note trouvée dans le creux de l'arbre et, plus troublante encore, portait la même marque distinctive que Jacob utilisait pour signer les documents. Un simple X avec un petit cercle en son centre, une marque qu'il avait apparemment développée lorsqu'il travaillait à la fonderie pour distinguer sa signature de celle d'autres personnes incapables d'écrire. Lorsque le colonel l'ouvrit enfin, le 19 janvier 1857, le contenu était bref. « Colonel Harrington, j'y suis arrivé. Ça m'a pris jusqu'en octobre, mais j'y suis arrivé. J'écris pour vous dire 3 choses. D'abord, je ne suis plus votre propriété, et je ne fuis pas. Je suis avec ma femme et mon fils, né en août. Nous sommes ensemble, et c'est tout ce que je voulais. Ensuite, je veux que vous sachiez que je n'avais aucune colère ce matin-là en mars. Vous faisiez ce que vous pensiez juste, selon ce qu'on vous avait appris, mais ça ne rend pas cela juste. Enfin, je vous écris pour que vous compreniez quelque chose d'important. Chaque personne que vous possédez fait le même choix que moi, chaque jour. Elles choisissent de rester, ou choisissent qu'elles ne sont pas encore assez fortes pour partir, ou choisissent qu'elles ont des raisons qui comptent plus que la liberté pour l'instant. Mais elles choisissent. Vous ne possédez personne, colonel. Vous avez seulement un système qui rend difficile le fait de choisir autrement. Mais difficile ne veut pas dire impossible. J'en suis la preuve. Cette lettre est ma façon de vous dire que tout ce que vous pensez solide ne l'est pas du tout. J'espère que vous y penserez. J'espère que cela vous dérangera. La lettre n'était signée que par la marque du X et du cercle. Les mains du colonel rapportèrent à plus tard des témoins. Tremblaient lorsqu'il termina sa lecture. Il convoqua immédiatement Thomas Gibbard, qui était revenu à contre-cœur sur la plantation en novembre après n'avoir pas trouvé d'autre travail. Le colonel lui montra la lettre et posa une seule question. « Est-ce réel »
A-t-il vraiment pu y parvenir? Gibbard étudia la lettre longuement. 350 miles à travers le Mississippi et l'Alabama jusqu'en Géorgie, en évitant les patrouilles, les chasseurs d'esclaves, les traversées de rivières, avec l'hiver qui arrive, sans ressources, sans aide, sans carte. Ça ne devrait pas être possible. Le colonel insista. Mais Jacob Terrell a fait des choses qui n'auraient pas dû être possibles le 14 mars, répondit doucement Gibbard. Peut-être que l'impossible n'est pas ce que nous pensions. Le colonel envoya une demande d'information à la plantation de Géorgie, mentionnée dans le paquet de Jacob, l'adresse où son épouse avait été vendue. La réponse arriva 6 semaines plus tard. Oui, une femme asservie correspondant à la description avait vécu sur cette propriété. Oui, elle avait donné naissance à un fils en août. Et oui, elle s'était échappée à la fin du mois d'octobre avec son nourrisson, disparaissant d'une manière aussi totale et frustrante que Jacob. Le contremaître géorgien ajouta un détail troublant. La nuit précédant la fuite de la femme, une patrouille avait signalé la présence d'un homme d'une taille inhabituelle près de la limite nord de la propriété. Lorsqu'il s'était approché pour enquêter, la silhouette s'était retirée dans les bois. Il l'avait poursuivi, mais l'avait perdu en quelques minutes, ce qui leur avait paru étrange, compte tenu du clair de lune et du terrain dégagé. Le lendemain matin, la femme et l'enfant avaient disparu. Cette nouvelle se répandit sur la plantation Harrington comme une traînée de poudre, malgré les tentatives du colonel pour la contenir. La communauté asservie l'a reçue avec des émotions complexes, la joie du succès de Jacob, la peur d'une surveillance accrue et quelque chose d'autre qui inquiéta les contremaîtres. Un changement visible dans la manière dont les gens se tenaient. Pas une défiance ouverte, mais un léger redressement des épaules, une infime diminution de la soumission. Martha Clemens le décrivit plus tard à sa petite-fille. Après que la nouvelle de Jacob et de sa femme s'est répandue, les gens ont commencé à marcher différemment. Pas bruyamment différents, silencieusement différents, comme s'ils se souvenaient de quelque chose qu'ils avaient oublié. De plus en plus paranoïaque, le colonel ordonna des mesures de sécurité supplémentaires, inspection plus fréquente des cabanes, contrôle renforcé des déplacements entre les quartiers, interdiction de rassemblement de plus de 4 personnes. Il engagea 3 nouveaux contremaîtres chargés de patrouiller les limites de la propriété la nuit. Mais ces mesures produisirent exactement l'effet inverse de celui recherché. Plus de ressentiment, plus de résistance silencieuse, davantage de personnes effectuant le même calcul que Jacob entre ce qui pouvait être enduré et ce qui pouvait être tenté. En avril 1857, 2 autres personnes s'échappèrent de la plantation Harrington. Aucune ne fut capturée. Le colonel accusa une sécurité laxiste et renvoya un contremaître pour l'exemple. En juin, 3 autres disparurent en une seule nuit. Là encore, aucune trace ne fut retrouvée. Ce n'était pas normal. Les évasions de plantation n'étaient pas rares, mais les fuites réussies, des personnes qui disparaissaient véritablement sans être reprises dans quelques jours ou semaines, l'étaient. 6 personnes en 3 mois, toutes disparaissant aussi complètement que Jacob, suggéraient quelque chose d'organisé, quelque chose que le colonel ne parvenait ni à identifier ni à contrer. Thomas Gibbard s'approcha du colonel en juillet avec une observation troublante. Il avait comparé les dates des évasions aux phases de la Lune et avait remarqué un schéma. Chaque fuite avait eu lieu lors de la nouvelle Lune, lorsque l'obscurité était la plus totale. De plus, les 6 personnes qui s'étaient échappées avaient toutes été présentes lors de la confrontation du 14 mars avec Jacob. Elles l'avaient vu résister à 12 contremaîtres et s'éloigner librement. Elles avaient compris que l'impossible n'était pas ce qu'elles croyaient. « Jacob n'est plus ici », dit Gibbard au colonel. « Mais ce qu'il a fait est toujours là. Ça a changé quelque chose. Les gens ont vu une autre possibilité et maintenant ils ne peuvent plus l'oublier. » Désespéré de réaffirmer son autorité, le colonel prit une décision qui le hantrait pendant des années. Il ordonna une punition publique contre quelqu'un qu'il soupçonnait d'avoir facilité les évasions. Un homme nommé Daniel Hayes, ami de plusieurs de ceux qui avaient disparu. La punition devait être suffisamment sévère pour servir d'avertissement. 30 coups de fouet administrés devant l'ensemble de la communauté asservie. Elle fut programmée pour le 28 juillet 1857. Alors que la foule rassemblée observait Daniel Hayes être attaché au poteau, quelque chose d'inédit se produisit. Avant que le premier coup ne tombe, une femme s'avança, puis une autre, puis un homme. En 30 secondes, plus de 50 personnes avaient avancé, formant une ligne silencieuse entre Daniel Hayes et le contremaître tenant le fouet. Il ne parlait pas, il ne menaçait pas, il ne chargeait pas,
et n'attaquaient pas. Ils étaient simplement là, immobiles, refusant de bouger, créant une barrière humaine qu'il était impossible de contourner sans recourir à une violence qui aurait blessé des dizaines de personnes. Le contremaître regarda le colonel, devenu livide. Le colonel ordonna à la foule de se disperser. Personne ne bougea. Pendant 5 minutes, plusieurs témoins les chronométrèrent, rien ne se passa. Les deux groupes restèrent de face à face en silence, ni prêts à escalader la violence, ni disposés à reculer. Puis, quelque part au milieu de la ligne des personnes asservies, quelqu'un se mit à fredonner. L'air était simple, répétitif, reconnaissable comme un champ de travail. En quelques instants, d'autres se joignirent à lui. Pas fort, pas de manière provocante. Juste un bourdonnement régulier et continu qui remplissait le silence d'un son plus inquiétant encore que des cris ne l'auraient entêté. Le colonel, comprenant que disperser réellement ce groupe nécessiterait une violence susceptible d'échapper à tout contrôle, fit une concession rare. Il ordonna la libération de Daniel Hayes et le report de la punition, en attendant une enquête plus approfondie. Alors que la foule se dispersait, le colonel remarqua quelque chose qui le glaça plus encore que la confrontation elle-même. Plusieurs personnes souriaient, pas ouvertement, pas avec moquerie, mais avec de petites expressions privées de satisfaction. Elles venaient de démontrer le même principe que Jacob avait montré le 14 mars. Une résistance passive et unifiée, même de la part de personnes non armées, pouvait créer des situations que la force ne parvenait pas à résoudre facilement. L'été 1857 transforma la plantation Harrington en quelque chose de méconnaissable par rapport à ce qu'elle était 15 mois plus tôt. Le colonel, tentant de maintenir le contrôle, oscillait entre des répressions brutales et des concessions nerveuses, créant une atmosphère de tension imprévisible qui ne satisfaisait personne et inquiétait tout le monde. 4 autres contremaîtres démissionnèrent entre août et octobre, tous invoquant des raisons similaires dans leurs lettres de départ. L'incapacité de maintenir la discipline par des moyens traditionnels, le sentiment que les dynamiques fondamentales de la plantation avaient changé d'une manière qu'ils ne pouvaient plus gérer, et, fait le plus révélateur, un malaise croissant face à leur propre rôle dans le système. L'un d'eux, un homme nommé Patrick Doyle, originaire de Caroline du Sud, écrivit dans sa lettre de démission « Je suis venu en Alabama en croyant comprendre la nature de ce travail. Les événements de l'année écoulée ont démontré que je ne comprenais rien. Quand 50 personnes peuvent arrêter une punition légale simplement en restant immobiles. Quand 6 personnes peuvent disparaître aussi complètement que si la terre les avait engloutis. Quand les récits de la résistance d'un seul homme peuvent changer la façon dont des centaines d'autres pensent leur situation. Alors toute l'exploitation repose sur des fondations bien plus fragiles que ce que nous voulions admettre. Je n'ai plus confiance dans la solidité de ces fondations et je ne souhaite pas être présent lorsqu'elles se fissureront. » Pendant ce temps, la communauté asservie de Harrington vivait sa propre transformation complexe. La solidarité démontrée lors de l'incident Daniel Hayes avait été puissante, mais aussi dangereuse. Tous savaient que le colonel avait reculé non par principe, mais par calcul tactique, et qu'il trouverait tôt ou tard des moyens de réaffirmer son autorité sans confrontation publique. En effet, le colonel mit en place des formes de pression plus subtiles. Il sépara des amis connus, les affectant à des équipes de travail différentes. Il réduisit légèrement les rations. Pas assez pour que cela paraisse punitif, mais suffisamment pour créer un inconfort constant de basse intensité. Il fit installer des serrures sur le fumoir, les remises à outils, le moulin, partout où des gens pouvaient se rassembler sans surveillance. Il recruta des informateurs, offrant de petits privilèges à quiconque signalerait des conversations ou des activités suggérant une résistance organisée. Ces tactiques créèrent des divisions au sein de la communauté asservie. Certaines personnes, effrayées par l'escalade des tensions, se retirèrent de toute activité pouvant être interprétée comme résistante. D'autres, au contraire, s'engagèrent davantage dans une défiance silencieuse, développant des méthodes de communication et de coordination de plus en plus sophistiquées, impossibles à retracer ou à prouver. Martha Clemens, circulant entre la maison principale et les quartiers, se trouvait dans une position singulière pour observer les deux camps. Elle vit la paranoïa du colonel grandir, le vit examiner obsessionnellement les registres de patrouille, le surprit se réveillant en sursaut au moindre bruit. Elle observa aussi les rassemblements nocturnes dans les quartiers, où les gens échangèrent des informations avec une prudence maîtrisée, transmettant des messages à travers des champs de travail dont les contremaîtres ne pouvaient déchiffrer le sens.
En septembre, une autre lettre arriva de Géorgie, portant à nouveau la marque distinctive de Jacob. Celle-ci était encore plus brève. Colonel Harrington, vous écrivez aux plantations de Géorgie pour me chercher. Vous ne me trouverez pas. Je ne suis plus là où j'étais. Nous sommes remontés vers le nord, et je ne dirai pas où. Mais je vous écris parce que j'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec Daniel Hayes. J'ai entendu parler de 50 personnes debout ensemble. Je veux que vous sachiez que ce n'est pas à cause de moi. Ce sont des gens qui décident eux-mêmes ce qu'ils accepteront ou non. Je leur ai seulement montré qu'il était possible de décider. Ce qui se passera ensuite dépend d'eux et de vous. Vous avez encore des choix, colonel. Vous pouvez essayer de serrer plus fort. Ça ne marchera pas. Et au fond de vous, vous le savez. Ou vous pouvez reconnaître que tout le système que vous défendez est déjà en train de s'effondrer, mais que vous ne le voyez pas encore parce que vous êtes trop proche. Je n'attends pas que vous libériez qui que ce soit. Je n'attends pas que vous changiez ce qu'on vous a appris toute votre vie. J'attends seulement que vous compreniez que tout ce qui s'est passé sur votre plantation cette année va continuer à se produire partout. Les gens n'accepteront plus simplement les choses, et aucun nombre de contremaîtres, de serrures ou de punitions ne peut changer cela, parce que ce qui a changé n'est pas à l'extérieur, là où vous pouvez le contrôler. Ça a changé à l'intérieur, là où vous ne pouvez pas atteindre. Bonne chance, colonel. Vous allez en avoir besoin. Après avoir lu cette lettre, le colonel fit quelque chose que les témoins trouvèrent profondément inquiétant. Il rit, non par amusement, mais avec ce qui ressemblait à du désespoir déguisé en moquerie. Il ne montra la lettre à personne, mais son comportement par la suite indiqua clairement qu'elle l'avait profondément affecté. Il commença à passer des heures seul dans son bureau, à examiner les registres de la plantation des décennies précédentes, comme s'il cherchait le moment précis où les choses avaient commencé à changer. Il interrogea de vieux contremaîtres sur leurs méthodes, leur demandant s'ils avaient remarqué une évolution dans la manière dont les gens réagissaient à l'autorité. Il rendit visite à des plantations voisines, pour demander conseil à d'autres propriétaires sur le maintien de la discipline, dans ce qu'il appelait des circonstances changeantes. Ce qu'il découvrit le troubla encore davantage. D'autres plantations connaissaient des phénomènes similaires, pas aussi spectaculaires que ceux de Harrington, mais une augmentation subtile de la résistance, des évasions plus fréquentes, de petits actes de défi qui, mis bout à bout, formaient quelque chose de plus vaste. Le consensus parmi les planteurs était que la propagande abolitionniste du Nord contaminait la population asservie, créant des attentes irréalistes et sapant l'ordre naturel. Mais le colonel soupçonnait autre chose. Il avait relu attentivement les 2 lettres de Jacob, et une phrase s'était ancrée dans son esprit. On ne peut pas faire travailler un homme qui a décidé qu'il n'est plus une chose. Le problème n'était pas une agitation extérieure. C'était une transformation intérieure, des individus atteignant un point de rupture personnelle où l'obéissance devenait psychologiquement impossible, quelles qu'en soient les conséquences. Et si cela était vrai, alors aucune mesure de sécurité ne pouvait résoudre le problème, car la menace ne venait pas d'ennemis extérieurs, mais de l'humanité fondamentale de ceux dont le système exigeait précisément la négation de cette humanité. Cette prise de conscience, plus que tout ce que Jacob avait fait concrètement, fut ce qui terrifia réellement le colonel. Il commença à comprendre que Jacob Terrell n'avait pas triomphé par la force physique, ni par une planification ingénieuse de son évasion. Il avait gagné en décidant simplement, avec une conviction absolue, qu'il était une personne ayant le droit de prendre des décisions concernant sa propre vie. Puis, en agissant sur cette décision avec un engagement total. Cette décision, observée par des centaines de personnes, avait planté une idée qu'on ne pouvait plus arracher. Si Jacob pouvait décider, eux aussi le pouvaient. En novembre 1857, le colonel fit un choix extraordinaire. Il vendit 75 personnes, près d'un tiers de la population asservie de Harrington, à des plantations réparties sur 3 États différents. Il prétendit liquider des actifs excédentaires, en raison des fluctuations du marché du coton. Mais tout le monde comprenait la véritable motivation. Il cherchait à briser la communauté qui avait été témoin de la résistance de Jacob et des événements qui avaient suivi. Les ventes furent délibérément cruelles dans leur ciblage. Il sépara des familles, divisa des amis connus, envoya des individus vers des plantations situées à des centaines de kilomètres où il n'avait aucun lien ni réseau de soutien existant. L'objectif était de disperser le souvenir de ce qui s'était produit à Harrington afin d'empêcher que l'histoire continue de se propager et d'inspirer. Mais les souvenirs, comme le colonel l'apprit,
n'ont pas besoin de proximité physique pour survivre. Ils voyagent par les lettres, par les nouveaux arrivants dans les plantations qui avaient entendu des récits de ceux qui avaient vécu à Harrington, par les réseaux mystérieux de communication qui existaient malgré tous les efforts pour les supprimer. Et l'histoire de Jacob, amplifiée à chaque nouvelle narration, devenait quelque chose de plus grand que l'homme lui-même. Elle devenait une parabole de la résistance, du moment où une personne décide qu'une existence sans dignité n'est plus acceptable, du pouvoir de voir quelqu'un refuser d'être déplacé. Les personnes vendues hors de Harrington emportèrent ces histoires avec elles, et partout où elles allaient, ces récits modifiaient quelque chose de discret, mais de fondamental dans la manière dont les gens percevaient leur situation. L'hiver 1857-1858 apporta un froid qui s'installa jusque dans les os de l'Alabama, chose inhabituelle pour une région habituée à des saisons douces. La rivière Tennessee gela suffisamment pour que l'on puisse la traverser à pied par endroits, un phénomène que les habitants disaient ne pas avoir vu depuis 40 ans. À la plantation Harrington, désormais exploitée avec une population réduite et volontairement fragmentée, le froid semblait refléter l'atmosphère de suspicion et de ressentiment qui avait remplacé l'ancienne efficacité brutale de la propriété. Le colonel Harrington avait visiblement vieilli au cours des 18 mois qui avaient suivi la résistance de Jacob. Les voisins commentaient ses cheveux grisonnants, son air distrait, son attention obsessionnelle aux détails de sécurité, disproportionnée par rapport aux menaces réelles. Sa fille Caroline, désormais mariée et installée à Charleston, lui rendit visite à Noël et fut suffisamment troublée par l'état de son père pour écrire à son mari « Papa ne va pas bien, même s'il le nie. Il parle constamment de la nécessité de vigilance, sursaute au moindre bruit et a pris l'habitude de consulter les rapports de patrouille à des heures étranges. Il me rappelle un général convaincu que l'ennemi a infiltré ses lignes, sans parvenir à identifier où la brèche s'est produite. Ce que Caroline ignorait, c'est que son père recevait désormais des lettres, non pas de Jacob Terrell, celles-ci s'étaient arrêtées après le message de septembre, mais de contremaîtres d'autres plantations, parfois aussi éloignées que le Mississippi ou la Caroline du Sud, demandant des détails sur l'incident impliquant l'homme d'une force inhabituelle qui avait résisté à plusieurs contremaîtres. Les tentatives soigneuses du colonel pour étouffer l'histoire avaient totalement échoué. La résistance de Jacob Terrell était devenue une légende, circulant dans le réseau des plantations, des quartiers d'esclaves, et même dans certaines publications abolitionnistes du Nord. Chaque récit embellissait les détails, mais conservait le cœur de l'histoire. Un homme avait décidé qu'il ne serait pas déplacé, et il ne l'avait pas été. En février 1858, près de 2 ans après le départ de Jacob, le colonel reçut un visiteur que personne à la plantation n'attendait. Un avocat du Kentucky nommé Ambrose Stillwater, représentant un client qu'il refusa d'identifier. Stillwater demanda un entretien privé avec le colonel, apportant une sacoche en cuir qu'il gardait avec soin. Dans le bureau du colonel, Stillwater exposa son objectif, son client, et il insista sur le fait que le secret professionnel l'empêchait d'en révéler l'identité, souhaitait acheter des informations détaillées sur les antécédents de Jacob Terrell, sa formation, ses capacités physiques et les circonstances de sa résistance et de son évasion. Le client était prêt à payer une somme importante pour ces informations. 500 $, un montant énorme pour ce qui revenait à des données historiques concernant quelqu'un qui était encore légalement la propriété du colonel, bien qu'en pratique irrécupérable. Le colonel demanda pourquoi quiconque paierait autant pour de telles informations. La réponse de Stillwater fut soigneusement formulée. « Mon client s'intéresse à la compréhension des limites des capacités humaines sous une pression psychologique extrême. L'incident sur votre plantation semble constituer une étude de cas d'un intérêt particulier. » Le colonel refusa. Il ne voulait plus aucune documentation sur ce qui s'était passé, plus aucune attention attirée sur des événements qui avaient sapé son autorité et dispersé sa main-d'œuvre. Il ordonna à Stillwater de quitter sa propriété. Mais l'avocat laissa derrière lui un document qu'il affirma que le colonel devrait examiner afin de comprendre toute l'ampleur de ce qui s'était produit. Ce document était une compilation de rapports d'incidents provenant de 8 plantations différentes, réparties sur 4 États, couvrant la période de mars 1856 à janvier 1858. Chaque rapport décrivait une forme de résistance organisée. Arrêt de travail, refus collectif d'accepter des punitions, évasion coordonnée. Et chaque incident pouvait être retracé à travers des chaînes de communication que les compilateurs avaient patiemment reconstruites
jusqu'à des personnes qui avaient soit vécu à la plantation Harrington, soit été en contact direct avec quelqu'un qui y avait été. Le schéma était indéniable. L'acte de résistance individuelle de Jacob Terrell avait inspiré une résistance collective. Le récit d'un homme resté immobile, tandis que 12 contremaîtres échouaient à le déplacer, était devenu un récit catalyseur que les gens utilisaient pour redéfinir leur compréhension de ce qui était possible. Un rapport provenant d'une plantation du Mississippi était particulièrement frappant. 23 personnes avaient simplement cessé de travailler en pleine saison de cueillette du coton, s'étaient tenues dans le champ et avaient refusé tout ordre de reprendre. Lorsque le contremaître s'était approché avec un fouet, elles avaient formé un groupe compact. Personne n'attaquait, personne ne fuyait. Elles restaient simplement ensemble, d'une manière qui rendait toute punition impossible sans une escalade dangereuse. L'impasse avait duré 6 heures, avant que le propriétaire de la plantation n'accepte une négociation sur les conditions de travail. Le rapport précisait que plusieurs participants avaient été achetés à un domaine de l'Alabama ayant liquidé des actifs le novembre précédent, la plantation Harrington. Le colonel, lisant ces rapports dans son bureau tandis que le grésil frappait les fenêtres, vécut quelque chose qui ressemblait à une révélation, mais forgée dans la terreur plutôt que dans l'illumination. Jacob Terrell ne s'était pas contenté de s'évader. Il avait démontré un principe qui, une fois vu et compris, ne pouvait plus être oublié. Le pouvoir du système ne venait pas de sa force intrinsèque, mais de la conformité de ceux qu'il contrôlait. Et cette conformité était toujours conditionnelle, toujours un choix, toujours susceptible d'être retirée. Toute l'architecture de la société des plantations reposait sur l'hypothèse qu'une force écrasante, associée à l'isolement systémique et à la destruction de la dignité individuelle, pouvait produire une soumission permanente. Jacob avait prouvé cette hypothèse fausse, non par la violence ou la rébellion au sens traditionnel, mais par un refus simple et absolu de participer à sa propre oppression. Et cette preuve avait été observée par des centaines de personnes qui ne pouvaient plus effacer ce qu'elles avaient vu. Le colonel comprit alors que vendre ses témoins avait été exactement la mauvaise réponse. Au lieu de contenir l'histoire, il l'avait disséminée. Les personnes qui l'avaient dispersée avaient transporté ce souvenir comme des graines, le plantant partout où elles arrivaient. En avril 1858, le colonel prit une décision qui choqua sa famille et ses voisins. Il entama le processus de vente de la plantation Harrington. L'explication officielle était qu'il souhaitait prendre sa retraite, que les charges de gestion étaient devenues trop lourdes pour un homme approchant de la soixantaine. Mais ses proches soupçonnèrent la vérité. Il ne pouvait plus maintenir la fiction psychologique nécessaire pour exploiter efficacement la plantation. Il voyait trop clairement la fragilité du système, la nature conditionnelle du contrôle qu'il croyait absolu. La vente fut conclue en septembre 1858. Le nouveau propriétaire, un marchand de mobiles sans expérience des plantations, paya un prix qui reflétait les actifs fondamentaux de la propriété, terre, bâtiments, équipements, mais pas sa main-d'œuvre réduite ni sa réputation ternie. Moins de 2 ans plus tard, ce propriétaire vendrait à son tour, incapable de maintenir la rentabilité dans une atmosphère où tous ceux qui travaillaient, la terre, avaient entendu parler de l'homme qu'on ne pouvait pas déplacer. Mais qu'est-il advenu de Jacob Terrell lui-même? Les archives historiques deviennent ici fragmentaires, reposant sur des témoignages non vérifiés et sur une possible mythologie qui s'est accumulée autour de son nom. Ce que l'on peut établir avec une confiance raisonnable est toutefois le suivant. À l'été 1860, un journal abolitionniste de Philadelphie publia un bref récit signé par une personne identifiée uniquement comme J.S., anciennement de Virginie et d'Alabama. Le texte décrivait une évasion réussie de l'esclavage, un voyage de 350 miles à travers un territoire hostile, et une réunion avec une famille qui avait fourni la force nécessaire pour retrouver mon humanité face à un système conçu pour la nier. Le témoignage contenait un passage qui semble indéniablement lié à l'incident de la plantation Harrington. J'ai découvert ce jour-là que la véritable résistance n'est ni la violence, ni la fuite. C'est l'insistance simple et absolue sur sa propre dignité humaine, dans des circonstances précisément conçues pour vous en dépouiller. Je ne me suis pas battu contre ces 12 hommes. J'ai simplement décidé qu'ils n'avaient plus l'autorité de définir ce que j'étais, ni où je pouvais aller. Une décision prise avec une conviction totale change tout. Il est impossible de prouver de manière définitive que ce J.S. était Jacob Terrell. Cependant, la communauté Quaker de Philadelphie qui publia ce récit était connue pour aider des esclaves en fuite.
en particulier ceux qui faisaient preuve du type de détermination extraordinaire qu'aurait exigé le parcours de Jacob. Il n'existe aucun acte de décès, aucun rapport de capture, aucune autre apparition documentée de Jacob Terrell dans des archives officielles. Pour un homme qui avait été considéré comme une propriété de grande valeur et dont la fuite avait causé une telle perturbation, cette absence de traces est en soi remarquable. Elle suggère soit que Jacob s'est intégré avec succès dans des communautés noires libres du Nord, où son passé pouvait être dissimulé, soit qu'il est mort en chemin et que son corps n'a jamais été identifié. Mais pour comprendre l'incident du 14 mars 1856 et ses conséquences, le destin final de Jacob Terrell importe moins que ce qu'il a accompli dans ce moment de résistance. Il a prouvé que le pouvoir du système était moins absolu qu'il n'y paraissait et a offert à des centaines de témoins un nouveau cadre pour comprendre leur propre capacité d'agir. Lorsque la guerre de sécession éclata, seulement 3 ans après la résistance de Jacob Terrell, elle fut menée pour de nombreuses raisons, économiques, liées aux droits des États et à des visions concurrentes de l'identité nationale. Mais en son cœur se trouvait la question que l'acte de Jacob avait mise en lumière. Un système qui exige de nier l'humanité de millions de personnes peut-il survivre à leur insistance sur leur propre dignité humaine? La réponse, écrite dans le sang sur 4 années de conflit, fut non. Le colonel Marcus Harrington vécut jusqu'en 1871, survivant à la guerre et à l'émancipation, mais sans jamais se remettre de ce dont il avait été témoin sur sa plantation en mars 1856. Sa correspondance ultérieure, conservée dans les archives familiales, révèle un homme en proie à une culpabilité et à une confusion profonde, incapable de concilier l'image qu'il avait de lui-même avec le système qu'il avait entretenu. Dans une lettre adressée à sa fille en 1869, il écrivait « Je n'étais pas un homme cruel, Caroline. Pourtant, j'ai participé à une cruauté si systématique et si totale que toute bonté individuelle devenait insignifiante. Terrell me l'a appris non par ses paroles, mais par ce qu'il a montré. Il a démontré que chaque personne que je possédais faisait un choix chaque jour, le choix d'endurer plutôt que de résister, et que ce choix était une expression de leur humanité, existant malgré tout ce que j'avais fait pour la nier. La plantation Harrington changea encore 2 fois de propriétaire avant d'être morcelée en exploitation plus petite dans les années 1880. La zone de la presse à coton, où Jacob avait tenu tête au contremaître, fut peu à peu envahie par la végétation, puis réaménagée pour d'autres usages. Aujourd'hui, il ne reste aucun vestige matériel marquant l'endroit de la confrontation. Mais l'histoire, elle, subsista. Dans les décennies qui suivirent la guerre de sécession, alors que d'anciens esclaves commencèrent à consigner leurs expériences, de nombreux récits mentionnaient l'histoire de l'homme que 12 contremaîtres n'avaient pas pu déplacer. Le récit circulait dans les quartiers d'esclaves à travers tout le Sud, toujours avec les mêmes éléments essentiels. Sa taille, son calme, son refus de se battre, le fait qu'il s'était éloigné tandis que des hommes armés le regardaient, et surtout sa phrase « Je ne suis plus ici ». Martha Clemens, qui vécut jusqu'en 1938, raconta à sa petite-fille que la résistance de Jacob Terrell avait été « la première fois que j'ai vu des Blancs ne pas savoir quoi faire ». Elle ajouta « Ça a changé quelque chose dans notre façon de voir les choses. Pas qu'on se soit tous mis à penser qu'on pouvait faire ce que Jacob avait fait. La plupart d'entre nous ne le pouvaient pas, et beaucoup avaient des raisons de ne pas partir même s'ils l'avaient pu. Mais on a commencé à comprendre que leur pouvoir sur nous n'était ni magique, ni naturel, ni donné par Dieu. C'était juste leur pouvoir, et il ne fonctionnait que tant qu'on allait dans leur sens. Jacob nous a montré qu'on y allait, qu'on choisissait, même quand toutes les options étaient mauvaises. Cette connaissance ne vous libère pas à elle seule, mais on ne peut pas être libre sans elle. La question de savoir si Jacob Terrell possédait réellement une force physique hors du commun, ou si sa résistance relevait d'autre chose, une détermination psychologique extraordinaire se manifestant comme une invulnérabilité apparente, demeure sans réponse définitive. De nombreux témoins confirmèrent l'incapacité des contremaîtres à le maîtriser, mais les témoignages recueillis dans des conditions de peur et de confusion sont notoirement peu fiables. Historiquement, ce qui importe n'est pas de savoir si Jacob était objectivement plus fort que les autres hommes, mais que sa résistance ait démontré un principe fondamental sur le pouvoir, l'obéissance et l'autonomie humaine, un principe qui résonna bien au-delà d'une seule plantation en Alabama. Le système de l'esclavage américain contenait, rétrospectivement,
les germes de sa propre destruction dès l'origine. Il exigeait la participation active et continue de ceux qui la servissaient, ce qui signifiait qu'il dépendait de leur choix permanent d'obéir, plutôt que d'affronter les conséquences de la résistance. Tant que ces conséquences restaient suffisamment insupportables pour forcer l'obéissance, le système fonctionnait. Mais dès lors qu'un nombre suffisant de personnes, inspirées par des histoires comme celle de Jacob, ou poussées par leur propre point de rupture, décidèrent que l'existence au sein de ce système était elle-même insupportable. Aucune quantité de force ne pouvait plus maintenir le contrôle. Jacob Terrell n'a pas mis fin à l'esclavage. Il ne l'a même pas sérieusement ébranlé. Mais il a ajouté une histoire de plus au catalogue grandissant de la résistance. Un ensemble de récits qui rendirent finalement le système intenable. Il a démontré, en un instant observé par des centaines de personnes, que le pouvoir de dire non ne disparaît jamais complètement, même lorsqu'on est désarmé, même lorsqu'on fait face à une force écrasante, tant qu'on est prêt à en accepter les conséquences. A-t-il vécu assez longtemps pour voir l'émancipation? A-t-il élevé son fils en homme libre? A-t-il su jusqu'où son histoire s'était répandue? Ces questions resteront sans réponse certaine. Les archives deviennent muettes sur Jacob Terrell après 1860, ce qui, pour un esclave en fuite, pourrait bien être le meilleur dénouement possible, une disparition suffisamment complète pour que le passé cesse de le poursuivre. Ou bien ce silence cache-t-il une fin plus sombre, semblable à celle qu'ont connue tant d'autres, la capture, la mort, la séparation d'avec la famille pour laquelle il avait tout risqué? Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, en revanche, c'est que le 14 mars 1856, sur une plantation du comté de Madison, en Alabama, un homme décida que son corps physique était moins important que sa liberté intérieure. Et en prenant cette décision avec un engagement absolu, il transforma la manière dont des centaines de personnes comprirent leurs propres conditions. L'histoire de ce matin-là, 12 hommes armés incapables de maîtriser un homme désarmé qui avait simplement décidé qu'on ne pouvait plus le déplacer, devint une parabole sur le pouvoir, la résistance et la dignité fondamentale qu'on ne peut pas retirer tant qu'une personne refuse de l'abandonner. Cette histoire nous rappelle que les actes de résistance les plus puissants ne sont pas toujours des insurrections violentes ou des évasions spectaculaires, mais parfois de simples refus de participer à sa propre oppression, des refus portés par une conviction si totale qu'ils révèlent à quel point tout système de domination dépend de l'obéissance de ceux qui l'oppriment.